En 1816, à Alençon, une vieille famille bourgeoise, Rose Cormon, espère que le retour de la paix et des Bourbons lui amènera enfin un mari. Elle a jusque-là refusé plusieurs partis dont le jeune Athanase de Granson, qui se suicide de désespoir. Mais, l'âge venant, elle a 40 ans en 1816, l'embonpoint aussi, l'urgence transforme le désir en une véritable monomanie. De ce sujet qui aurait pu être simplement drôlatique, Balzac fait une fable politique, grâce à la rivalité de deux prétendants de partis opposés, le chevalier de Valois et du Bousquier. S'y mêlent les intrigues diverses d'une ville de province sous la Restauration. 2. Histoire S du texte. En 1834, Balzac rédige deux ébauches, La fleur des pois, Love. À 80 f 80 à 90, dont le personnage est déjà Mademoiselle Cormon et les jeunes gens, Love. À 241 f 2 à 10. Commencé à la fin du mois de septembre 1836, La vieille fille est achevée en octobre. Le manuscrit originel de Ving 5 feuillets, Love. À 241 f 11 à 35 ne couvre que les deux premiers chapitres. Tous ces documents sont publiés intégralement dans Place 4, 1438 à 1471. Le travail sur épreuve a donc été important, invention par exemple des visites de Suzanne au chevalier de Valois et à du Bousquier. Le troisième et dernier chapitre a été préparé sur un manuscrit indépendant à la fin du mois d'octobre, Love. 241 f 329 à 364, alors que la publication du roman a commencé. Dans la première ébauche, La fleur des pois, le mariage de Mademoiselle Cormon est évoqué dans un retour en arrière explicatif alors que le roman définitif sera centré sur le désir de mariage et l'événement arrivera brusquement en créant une subite accélération après une préparation très lente. De plus, alors que l'intérêt du roman est la frustration de la vieille fille qui reste malgré son mariage sans enfant, dans l'ébauche Monsieur de Sponde, la coqueluche, de l'aristocratie, lui donne 4 enfants mais prend une maîtresse, Madame de Gordes. Le récit débute par les commérages des badauds qui contemplent ce jeune couple adultère. Balzac a donc d'abord imaginé le roman d'une passion déçue et d'un échec matrimonial. Dans la deuxième ébauche inachevée, Les jeunes gens, le récit débute, comme le roman définitif, par une présentation de la province et de la vie de la vieille fille. Mais Mademoiselle Cormon, qui a toujours des ambitions aristocratiques, ne tombe pas encore dans les mains d'un mari républicain. L'arrivée d'un prétendant possible, Monsieur de Troisville, est annoncée. Cette ébauche ne va pas plus loin et les amants de La fleur des pois ont donc disparu. Dans le roman, Balzac réutilise donc leur nom. Monsieur de Sponde est un abbé, l'oncle de la vieille fille, la famille de Gordes, d'Esgrignon dans le Furne corrigé, tient un salon aristocratique qui s'oppose aux libéraux, sur lesquels s'appuie du Bousquier. Aussi dans la comédie humaine, Furne, Balzac place-t-il la vieille fille avec le cabinet des antiques sous un titre commun, Les rivalités. La vieille fille est le premier feuilleton de la littérature française. Composé de 3 chapitres, La chaste Suzanne et ses 2 vieillards, Mademoiselle Cormon, Les déceptions, il paraît du 23 octobre au 4 novembre 1836, en 12 livraisons, 4 pour chaque chapitre, dans le journal quotidien La Presse, lancé par Émile de Girardin en juin 1836. Le journal y gagne des lecteurs mais reçoit aussi de nombreuses lettres qui protestent contre l'immoralité du roman. Après cette édition préoriginale, La vieille fille paraît chez Verdet en 1837, au tome 7 d'Études de mœurs au XIXe siècle, dans la section des scènes de la vie de province où il suit la Grande Bretèche. Love. À 242 contient le dossier de cette édition, tard de la presse, et de l'édition. Puis il est repris en 1839 dans les scènes de la vie de province, publié en disponible Charpentier, avant de s'intégrer, en 1844, aux scènes de la vie de province de la Comédie humaine, édition Furne, tome 7. Balzac supprime alors la division en chapitres. 3. Personnages. Dubé au USQIER, 57 ans en 1816, et le rival heureux de Valois. Il monte des entreprises sous la Révolution et mène grande vie jusqu'au directoire, dont l'une en association avec un minoret entre savants. Ruiné en 1800, la bourse, il se retire à Alençon, sa ville natale, où il devient le chef du Parti libéral. Son mariage avec Mademoiselle Cormon en fait, vers 1838, le maître d'Alençon, Béatrix. Rose-Marie Victoire Cormon, elle atteint la quarantaine en 1816. Vieille qui a son corps défendant, l'ironie du romancier la fait présidente de la Société de maternité. Son mariage, comme on sait, la laisse fille et vouée au nénuphar, selon le mot de Suzanne.
soit l'épouse de Dubousquier ou de son alter ego du Croisier, le cabinet. Suzanne. Et ces vieillards, personnes assez hardies pour disparaître d'Alençon après y avoir introduit un violent élément d'intérêt. Une beauté normande, grisette en province, Laurette à Paris. Elle y fait carrière sous le nom de Madame du Val-Noble, empruntée à la rue Val-Noble, où demeure Mademoiselle Cormon, illusion perdue, un début dans la vie, une fille d'Ève. Elle rêve, adolescente, au destin de Marie de Verneuil, les Chouans. C'est elle qui procure à Esther les fatales perles noires, splendeur et misère des courtisanes. On apprend dans Béatrix son mariage, en 1838, avec le journaliste Théodore Gaillard. La tournée parisienne des comédiens sans le savoir commence chez elle. Chevalier de Valois à Alençon. Il a 58 ans en 1816. En 1799, il était, dans l'Orne, le correspondant des Chouans, les Chouans, et réapparaît à ce titre dans l'envers de l'histoire contemporaine. Adonis en retraite, il échoue in extremis auprès de Rose Cormon, et deviendra l'un des habitués du cabinet des Antiques. C'est dans ce roman qu'il mourra, en 1830, après avoir accompagné Charles X à Cherbourg, sur le chemin de l'exil. 4. Lecture et commentaires. Dans ces deux romans, rivalité privée et rivalité politique se superposent. La frustration de l'héroïne après son mariage a une signification privée, voire religieuse. La vieille fille est ainsi punie pour s'être montrée trop difficile puis incapable de dompter ses sens, mais aussi politique. Le républicain du Bousquier est impuissant comme une insurrection, et la trahison de Mademoiselle Cormon affaiblit le parti aristocratique. Balzac défend la hiérarchie et les différences car l'énergie sociale en dépend. Or l'ordre bourgeois triomphe malgré la Restauration et la société s'achemine vers une impuissance dont Balzac montre les premiers effets au XIXe siècle. La rivalité est aussi celle de deux siècles dont le chevalier de Valois et du Bousquier sont les champions. Le premier, attaché à l'esprit du XVIIIe siècle et aux obligations nobiliaires, cultive l'art de la galanterie et affecte un fidèle amour pour une dame de son invention. À ce fin diplomate qui perd son temps à de savantes manœuvres, s'oppose du Bousquier, ancien révolutionnaire servi par son audace. Malgré ces différences, Mademoiselle Cormon est un marchepied pour l'un comme pour l'autre, vers l'apérit pour le noble, vers une recette générale pour le roturier. Ce roman est aussi une réflexion sociale sur le mariage. Contre la passion, la sensualité ou l'individualisme, Balzac défend le mariage lorsqu'il fonde une famille, la fait prospérer et participe à la dynamique sociale. Sur ce point, voir aussi Mémoires de deux jeunes mariés en 1841 à 1842. Or, dans La vieille fille, c'est l'intérêt personnel qui est déterminant. Mademoiselle Cormon, elle-même, pense surtout au désir de transmettre sa fortune. Elle fait du mariage une association d'intérêts, forme déviante qui témoigne du triomphe de valeurs bourgeoises, l'argent, l'individualisme, l'égoïsme, dangereuse pour la cohésion sociale. Malgré la Restauration, la Révolution continue donc à triompher insidieusement, ou même brutalement comme dans l'ascension de Dubousquier. En février 1837, Balzac annonce à Madame Anska que la véritable clôture de ce roman assez pessimiste sera en fait à chercher dans le cabinet antique. Si l'on poursuit jusqu'au bout la lecture politique des deux romans dont les intrigues se recoupent et dont les dénouements sont superposables, on peut s'interroger sur l'apparente victoire de Du Bousquier à la fin de la troisième partie du cabinet des Antiques. Certes, il marie sa petite nièce au nouveau marquis d'Esgrignon, moyennant une dot considérable, mais Victurnien, égal à lui-même, n'a nul souci de son épouse et continue à mener, à Paris, la joyeuse vie des garçons.